Les matins de France Culture. Guillaume Erner. Après le vote de la loi immigration à l'Assemblée nationale mardi, le président de la République Emmanuel Macron a pris la parole hier en direct de l'Élysée et a assumé, je cite, une mesure bouclier tout en réfutant une quelconque compromission avec l'extrême droite. Je ne vais pas vous surprendre en vous disant que tout le monde n'est pas d'accord, comme vous l'avez peut-être entendu, avec les titres de la presse il y a quelques instants. Pour parler de cette loi et de sa signification, nous sommes en compagnie de ma camarade Astrid de Vilaine. Bonjour. Vous êtes la productrice de l'émission Sens Politique le samedi. Vous êtes également chef du service politique du Huffington Post. Luc Rouban, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de recherche au CNRS, rattaché au Centre de recherche politique de Sciences Po. Et alors, en 2022, vous avez publié un ouvrage intitulé La vraie victoire du Rassemblement national. Alors, paresseusement, je vais vous demander si ce qui s'est déroulé avec cette loi immigration est la vraie victoire du Rassemblement national. Je pense que ça en fait partie, oui. C'est-à-dire que effectivement, le Rassemblement national, à partir de 2022, s'est positionné au centre de gravité des droites et en quelque sorte, il exerce une force d'attraction terrible comme un trou noir sur l'ensemble des droites. Il influence l'idéologie des Républicains et leur stratégie politique et par contre-coup, le macronisme et les stratégies du président de la République. Donc en fait, je pense que dans cette affaire, on a effectivement des jeux politiques, on a peut-être des jeux politiciens aussi, mais il y a fondamentalement au cœur de cette situation une transformation du champ politique français, avec derrière une droitisation de l'opinion, au moins sur les questions régaliennes et les questions de sécurité et d'immigration. Peut-être pas sur tous les plans, mais au moins sur ces plans-là. Et puis, d'autre part, une compétition à venir pour 2027 qui est en germe et qui se joue en ce moment. Astrid de Vilaine. Oui, il y a déjà eu des victoires données à l'extrême droite depuis qu'Emmanuel Macron a été élu et surtout réélu en 2022. On peut se souvenir par exemple après les élections législatives de ces votes de la part de députés Renaissance pour des vice-présidents RN, qui était une façon de leur donner leur place dans cette institution dans laquelle ils sont arrivés très massivement en 2022, le Palais Bourbon, alors même qu'il y avait d'autres possibilités, par exemple les écologistes. Là, ce qui est sûr, c'est qu'il y a une sorte de tournant, de bascule en fait avec ce texte, parce qu'il ne s'agit pas d'un texte économique ou d'un petit jeu de motion de censure comme on l'a vu, Marine Le Pen qui s'approprie très bien d'ailleurs le jeu parlementaire, souvent vote la motion de censure de la NUPES pour montrer qu'elle est dans le jeu. Là, ça n'a rien à voir. C'est-à-dire qu'il a en effet accordé une victoire idéologique, symbolique à Marine Le Pen et tout le monde s'en rend bien compte. Et c'est vrai que hier, quand il a fait cette interview sur C'est à vous, j'ai trouvé qu'il minimisait beaucoup en disant « Oh, le débat s'embrase », comme s'il n'avait pas forcément saisi le moment dans lequel on est, dont beaucoup d'ailleurs déjà disent qu'il est historique. Alors, il faut rappeler en fait de quoi on parle. On parle donc de 7 mesures, si on veut résumer les choses, 7 mesures qui sont aujourd'hui considérées comme problématiques par la gauche, une partie de la majorité présidentielle. Donc, je les énumère rapidement. Instauration de quotas migratoires, durcissement du regroupement familial, davantage de déchéance de nationalité, restriction à l'accès aux allocations familiales, titre de séjour pour les travailleurs sans papier et enfin une caution retour pour les étudiants. Voilà un peu ce qui est litigieux, Luc Rouban, pour je dirais ceux qui considèrent que c'est une victoire de la priorité nationale. Oui, absolument, parce que dans le fond, on retrouve cette idée forte qu'il faut reconnecter les droits sociaux avec la nationalité. Et c'est là où, dans le fond, on retrouve l'idéologie du Rassemblement national. C'est-à-dire que, dans le fond, les droits sociaux devraient être de plus en plus réservés à des nationaux et non pas à toutes les personnes qui cotisent. Donc là, il y a quand même, effectivement, sur le terrain philosophique, une évolution qui est quand même sensible. Même si ensuite, après, dans la mise en œuvre, on peut, dispositif par dispositif, contester cette idée. C'est d'ailleurs ce qu'a fait Emmanuel Macron hier soir, expliquant par exemple que c'était déjà le cas pour le RSA, qu'il n'était donc pas absolument nouveau de conditionner certaines aides. Absolument. C'est-à-dire que dans le fond, alors le président s'est, je dirais, un petit peu défendu sur l'ensemble des mesures et leur mise en œuvre technique, mais effectivement, le problème derrière, c'est l'absence d'explication sur, je dirais, la stratégie globale d'immigration, parce qu'on peut avoir plusieurs politiques d'immigration.
C'est vrai que c'est sans doute à l'origine aussi, cette absence d'explicitation de doctrine ou de philosophie globale de la politique d'immigration est à l'origine de cette situation. C'est-à-dire qu'on pourrait très bien, très légitimement dire, bah voilà, on va faire une immigration essentiellement dirigée vers les étudiants parce que la France est un grand pays de sciences et de culture, ou vers l'immigration de travail, etc. Donc il y avait toutes sortes d'enjeux qui n'ont pas été évoqués, mais en revanche, on s'est replié effectivement sur les questions de mise en œuvre. Astrid de Vilaine. Oui, puis politiquement, il faut bien se souvenir que ce texte qui sort de cette commission mixte paritaire après une année de difficultés, d'embûches, n'a plus rien à voir avec le projet initial de Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, et Olivier Dussopt. Quel était le projet initial? Parce que si on essaye de savoir comment on en est arrivé là, alors ça remonte de loin, à loin. Oui, ça remonte au moins à août 2022, mais c'est vrai que ce texte n'a pas arrêté d'être repoussé, notamment dans une sorte de bras de fer qui se jouait entre Elisabeth Borne, qui disait dès février dernier « je n'aurai pas de majorité sur ce texte », et Gérald Darmanin qui tenait absolument à ce texte-là. Mais souvenez-vous de cette une du Monde entre Gérald Darmanin et Olivier Dussopt, ministre du Travail, qui justement était censé incarner l'aile gauche, l'aile droite, la régularisation des automatique pour les travailleurs dans les métiers étrangers, dans les métiers en tension. Aujourd'hui, ça a disparu. Par exemple, ce droit automatique pour 1 an. Et d'ailleurs, le ministre même, Olivier Dussopt, n'est plus présent. Alors c'est vrai qu'il a eu un procès au mois de novembre, en plein examen du texte. Mais ce n'est plus du tout ce texte d'équilibre que Gérald Darmanin résumait par cette formule qui était déjà assez bancale, gentil avec les gentils, méchant avec les méchants. Aujourd'hui, si on reprend ces termes-là, beaucoup de gens se disent c'est plutôt méchant avec les gentils, en l'occurrence les travailleurs étrangers qui sont dans nos entourages tous. Et je crois que c'est à ça aussi c'est pour ça qu'il y a une crispation en ce moment, c'est que ça touche à quelque chose qui est assez fondamental en France, c'est-à-dire que le fils de l'ouvrier en bâtiment dans l'école de votre fils n'a pas forcément les mêmes allocations que vous ou votre femme de ménage. Et je crois que c'est ça qui crispe et qui fait que la gauche, lors de l'examen du texte final mardi, a eu des mots très, j'allais dire, qui sortaient du fond du cœur. Et même, il faut en parler, la démission d'Aurélien Rousseau, ministre. Qu'est-ce qu'elle signifie ? Elle signifie tout ce qu'on est en train de dire. Lui, c'est-à-dire qu'il l'a dit en des termes assez forts. C'est viscéral, quasiment. Il dit on touche au mur porteur. Je n'arriverai pas à défendre ce texte. Donc, vous voyez, il y a quelque chose qui nous échappe presque. C'est pas on regarde la mesure à droite, à gauche, on peut mettre 1 milliard ci, 1 milliard là. Non, là, c'est autre chose qui se joue. Après, Aurélien Rousseau, il a un parcours particulier. Il vient du Parti communiste. Il a été directeur de cabinet d'Elisabeth Borne. C'est important de le savoir aussi. C'est-à-dire que Aurélien Rousseau, il a défendu mordicus la réforme des retraites. Vous voyez, malgré son passé de gauche. Donc, je crois qu'il y a un virage, une bascule, autre chose. Je n'arriverai pas forcément à le qualifier aujourd'hui parce qu'on est encore trop dedans, mais il s'est passé quelque chose ce 19 décembre. Il y a aussi des députés macronistes qui n'ont pas voté pour ce projet de loi immigration. Par exemple, Astrid Panosyan-Bouvet, qui explique les batailles culturelles précèdent souvent les victoires politiques. Je crains que le vote de ce projet de loi fragilise quiconque de modéré se réclamera du barrage républicain face à l'extrême droite lors de la prochaine élection présidentielle. Il y a donc effectivement des macronistes, parfois des macronistes historiques, Luc Rouban, qui ne se sont pas reconnus dans ce projet de loi. C'est-à-dire qu'on assiste en fait au début de la décomposition du macronisme, puisque de toute façon le macronisme n'aura pas d'avenir en l'absence d'Emmanuel Macron en 2027. Donc déjà stratégiquement, on voit se réapparaître le clivage gauche-droite de manière extrêmement puissante. Et donc se dissoudre l'alliance gauche-droite, chèvre et chou qu'incarnait le macronisme, ça c'est clair. Une droite qu'on pourrait qualifier d'orléaniste ou une droite libérale n'aurait pas été, vous faites la moue, vous n'avez pas l'air d'être d'accord, en tout cas aurait pu considérer qu'une loi en faveur de la régularisation donc des travailleurs dans les métiers en tension était une bonne loi. Oui, certainement, et c'est vrai que certains commentateurs... Vous voyez, vous ne faites pas la moue, finalement. Non, mais c'était une moue... C'était réflexe. Une moue second degré. Non, mais si vous voulez, le problème, c'est que c'est l'évolution de la droite, si vous voulez, qui est en jeu aujourd'hui, ou des droites. C'est-à-dire qu'en fait, et c'est là où le RN est puissant, c'est qu'on n'est plus tellement
dans l'avenir d'une droite, enfin l'avenir des droites est plus du côté d'une forme de centrisme. On le voit bien dans la stratégie des Républicains. Les Républicains savent bien que leur grand concurrent à terme, c'est le Rassemblement national. Donc on assiste à une espèce de course, je dirais, à la radicalité à droite. Et donc on est plutôt dans la création d'un grand pôle de droite conservatrice et pas tellement libérale, ou alors ça serait en forme peut-être d'ancien giscardisme, mais je crois pas trop. En fait, on est beaucoup plus sur l'hybridation droite post-gaulliste, post-gaulienne et Rassemblement national. Astrid de Villene. Ce qui est sûr, c'est qu'à l'Assemblée nationale, où j'étais lundi et mardi, les sourires s'affichaient sur les mines d'Éric Ciotti et de Marine Le Pen. D'ailleurs, qui n'ont plus grand-chose de différent si on regarde vraiment leurs propositions sur l'immigration. Le HAP, commencé par ce fameux référendum, c'est très très compliqué de les différencier. D'ailleurs, je crois que c'est aussi un moment peut-être de clarification qui va s'ouvrir, parce que la recomposition, décomposition, on en parle depuis qu'Emmanuel Macron a pris le pouvoir en 2017. Aujourd'hui, il y a comme une sorte d'incohérence politique entre les partis politiques qui se disent dans l'opposition ou qui se disent dans la majorité, alors que parfois ils partagent les mêmes idées, et même les partis politiques qui se font la guerre entre eux, alors même qu'ils partagent de grandes idées. Marine Le Pen, à la sortie de l'hémicycle, a eu cette phrase qui, à mon avis, restera. Elle a dit « Quand on veut aller de Paris à Brest, il faut bien passer par le péage de Jouy en Josas. » Et merci à Emmanuel Macron de le faire. Sous-entendu, il est en train de faire un pas vers moi. Éric Ciotti, en effet, en plus de ça, lui, il a le point politique, parce qu'il a pu tout faire passer à Elisabeth Borne. Et je crois que c'est ça qui est très important en termes de confusion, c'est qu'il faut bien se souvenir, là on rentre un petit peu dans le détail technique du Parlement, mais c'est très important, il faut bien se souvenir qu'avant cette CMP, commission mixte paritaire, qui n'est là que parce que le texte a été rejeté par une motion de rejet il y a 10 jours, a été en commission sociale après son passage au Sénat. Et dans cette commission des affaires sociales, commission des lois, pardonnez-moi, la Macronie a détricoté toutes les mesures que vous avez pu rappeler tout à l'heure et a voté contre. Et c'est bien pour ça que Sacha Houlié, président de la commission des lois, député Renaissance, et président de cette fameuse CMP, ne vote pas finalement le texte, parce qu'il sait qu'il est en train lui-même de se dédire. Donc c'est pour ça que je pense que le numéro est difficile pour Emmanuel Macron, même s'il s'en est très très bien sorti sur la forme, de défendre un texte dont il ne voulait pas vraiment, en tout cas son camp, il y a encore quelques semaines. Donc on va effectivement continuer à comprendre quel est le moment politique particulier que nous traversons, avec également une demande sociale, une évolution de l'opinion publique, dit-on. On va en reparler dans quelques instants avec vous, Astrid de Villene. Je rappelle que vous êtes productrice de l'émission Sens Politique, chef du service politique du Huffington Post, et également mon camarade Luc Rouban, qui a publié un ouvrage consacré à la victoire du RN, la vraie victoire du Rassemblement national. 6h30, 9h, les matins de France Culture. Guillaume Erner. 8h21, on évoque donc cette loi immigration en compagnie de ma camarade Astrid de Villene, productrice de l'émission Sens Politique et chef du service politique du Huffington Post, Luc Rouban, auteur de La vraie victoire du Rassemblement national aux presses de Sciences Po. Comme l'a dit mon camarade Stéphane Robert, il y a la question du Conseil constitutionnel, avec une volonté peut-être de faire en sorte que les aspects les plus contesté de cette loi, contestée par l'aile gauche du parti présidentiel, contestée par la gauche, eh bien, que cette partie-là disparaisse ? Ah oui, effectivement, je pense que, et ça c'est très grave, et je pense que, après le biais politique, je pense qu'on a effectivement mis le doigt là sur un problème essentiel, c'est l'instrumentalisation de l'Assemblée nationale. C'est-à-dire que c'est quand même extraordinaire de voir un accord politique se faire sur un ensemble de dispositions et d'articles, en sachant très bien que ces articles et ces dispositions seront déférés au Conseil constitutionnel pour être annulés. Donc il y a une forme de manipulation cynique d'un certain nombre de députés LR et peut-être aussi RN qui vont sans doute pas trop apprécier cette façon de les attirer dans un piège pour leur dire de toute façon, je savais à l'avance que ça serait inconstitutionnel et que ça pouvait pas tenir la route. Parce que, si vous voulez, alors là, on est vraiment dans l'utilisation, je dirais, un peu pernicieuse des institutions de la Ve République. Et donc, ça ramène tout évidemment à l'Élysée. On a une première ministre qui a quand même joué un rôle, mais je dirais important, mais
quand même au second plan, et dans le fond, des députés qui se retrouvent dans une situation où ils sont complètement, je dirais pas manipulés, mais pris dans une forme de logique qui leur échappe complètement. Donc effectivement, le processus législatif a perdu son sens, et c'est en cela que le macronisme perdure tout de même, c'est cette façon de toujours entretenir la crise démocratique. Astrid de Villene. Oui, et j'ajoute que dans cette CMP, il s'est passé quelque chose qui, à mon avis, dit aussi à quel point nos institutions peuvent être désuètes. C'est-à-dire que la commission mixte paritaire s'est réunie alors qu'il y avait à côté de cette salle-là une shadow commission, comme les députés de l'opposition l'ont appelée, où en fait le gouvernement passait des coups de fil avec les députés les Républicains. Alors même que la Constitution prévoit que dans la CMP, le gouvernement n'a pas le droit de siège, c'est à huis clos. Donc en fait, avec les réseaux sociaux, les téléphones, aujourd'hui, presque la commission mixte paritaire a été un petit peu, même totalement, j'allais dire, dénaturée. En plus, les députés de cette commission mixte paritaire, qui n'avaient pas été au cœur de cet accord entre le gouvernement et LR, ont découvert le texte, qui était un texte très technique, de plus de 80 articles. Alors, ils se retrouvent comme ça avec un immense texte de... Bon, ils n'ont pas pu siéger finalement le premier jour, mais sans pouvoir finalement avoir le texte quelques jours avant pour pouvoir l'étudier. Donc je pense qu'il y aurait quelque chose, à mon avis, à rénover aussi là-dessus, parce que ça semble complètement... Aujourd'hui, on pourrait peut-être l'envoyer par mail 3 jours avant. Bon, mais les choses du point de vue de la discussion parlementaire, si celle-ci a été court-circuitée, pour reprendre donc le thème du billet politique de Stéphane Robert, il y aurait pu y avoir pire, ou alors un autre procédé qui aurait pu être jugé comme encore plus antidémocratique. Je pense bien sûr à un 49-3. Oui, mais le 49.3 est dans la Constitution. Moi, justement, je me demande si... Il l'est tout à fait, mais il est de plus en plus taxé comme... Mais moi, je crois que d'un point de vue stratégique ou tactique politique, je pense qu'il aurait été moins coûteux politiquement, vu où on en est pour Emmanuel Macron, de dégainer ce 49.3 bien avant la fameuse motion de rejet du lundi 11. Parce qu'en fait, on en est à 23 désormais. Donc je pense que les Françaises et les Français l'ont bien intégré, que c'était une possibilité. Luc Rouban. Oui, non, mais je pense que, dans le fond, dans cette affaire, comme dans bien d'autres, y compris la loi sur les retraites, on assiste tout de même à cette dégénérescence de la démocratie qui fait que, dans l'opinion, on a le sentiment que, dans le fond, rien ne se tranche réellement parce qu'on a des textes finalement très techniques qui peuvent faire l'objet ensuite soit de mise en œuvre différenciée par des textes réglementaires dans l'ombre des ministères, soit par de nouvelles lois partielles, et dans le fond, sur des sujets aussi importants que l'immigration ou les retraites, enfin des questions vraiment à la fois sociales et sociétales, dans le fond, la voix des citoyens n'est plus entendue, et que dans le fond, on en revient vraiment à des jeux politiciens. Et alors c'est là que le macronisme s'auto-détruit et s'auto-contredit, parce que dans le fond, Emmanuel Macron avait vraiment été élu en 2017 au premier mandat, justement pour dépasser ces jeux politiciens et ces jeux partisans. Et là, maintenant, on est en plein dedans. Alors, au sujet donc de cette loi, il y a au moins quelqu'un qui est contre, et qui est clairement contre. Je vais lui donner la parole, c'est Éric Zemmour. Je vais lui donner la parole au travers de la tribune qu'il donne au Figaro aujourd'hui, et il dit « La loi immigration, c'est pire que rien ». Pire que rien, tout simplement parce que, selon lui, cette loi n'est pas seulement inutile, elle est également nuisible, elle permet toujours plus de régularisation de travailleurs clandestins, et donc il explique comment, à ses yeux, eh bien, cette loi va permettre 500 000 régularisations, 10 000 régularisés qui vont faire venir ensuite leurs femmes, leurs enfants, leurs grands-mères, etc. Je cite Éric Zemmour, ce qui signifie que, finalement, l'extrême droite n'est pas tout entière à l'appui de ce texte, Luc Rouban. Ah non, c'est certain, mais de toute façon, Éric Zemmour est sur une position maintenant plus radicale que Marine Le Pen, qui elle-même essaye de plus ou moins de recentrer son parti et ses propositions pour avaler les Républicains et une partie du macronisme. Donc effectivement, il essaye de faire entendre sa voix, qui quand même, elle, est très identitaire, alors que Marine Le Pen, elle est beaucoup plus sur des questions maintenant sociales, et elle essaie de rééquilibrer, dans un but électoral évident, son propos.
Astrid de Villene. Ils n'ont pas les mêmes enjeux non plus, parce qu'Éric Zemmour n'a pas gagné les élections législatives, c'est le moins qu'on puisse dire. Il n'a pas de député, alors qu'elle en a. Donc elle joue le jeu du Parlement en ce moment, qui est en effet très vif. On se croirait presque sous la 4e République. Et il est bien obligé, vu qu'il est différent c'est un parti différent, Reconquête, il est bien obligé de jouer la différence et la stratégie autre, parce que sinon il s'alignerait sur un parti qui est bien devant lui à toutes les élections. Stéphane Robert. Après, il faut pas nier non plus qu'il y a un coût politique du Rassemblement national et de Marine Le Pen. En appelant à voter cette loi le matin même, il y a le président du parti qui dit on la votera pas tant qu'il y a des mesures de régularisation dedans. Le soir, ça y est, on la vote. Il y a une véritable volonté de mettre en difficulté le gouvernement. C'est ce qu'on appelle le baiser de la mort, en quelque sorte. Donc il y a un coût politique. Après, elle revendique une victoire idéologique parce que effectivement, il y a des choses qui posent question dans ce texte-là. Mais la cohérence de Marine Le Pen dans cette affaire-là, la question se pose véritablement. Elle sait qu'en faisant cela, elle met en difficulté Emmanuel Macron. Elle sait qu'elle va fracturer la majorité. D'ailleurs, c'est quand Marine Le Pen annonce la victoire idéologique du Rassemblement national, que là, ça se met à trembler un peu partout au sein de la majorité. Un certain nombre de députés se sentent piégés par cette parole-là, pas parce qu'il y a forcément dans le texte, que d'ailleurs tous n'ont pas forcément complètement lu, ils ne connaissent pas parfaitement tous le texte, mais c'est à ce moment-là que... Donc il y a véritablement un jeu politique qui s'est opéré à ce moment-là, avec Marine Le Pen, qui a très bien joué le coup. Marine Le Pen, selon vous, a joué le coup. La question de l'opinion se pose également, Luc Rouban, tout simplement parce que certains défenseurs du texte considèrent que c'est le texte que le réel imposait, puisque Emmanuel Macron a plusieurs fois appelé au réel. Il a dit qu'il fallait partir du réel, donc à la fois partir du réel de ce texte, et donc de nature véritable de celui-ci, qui n'était pas à ce point d'extrême droite, mais aussi partir du réel, c'est-à-dire, j'imagine, la situation de l'opinion par rapport à la question migratoire. Oui, alors là, on est au cœur du problème. C'est-à-dire que dans le fond, dans le débat entre le RN et le macronisme, vous avez le procès en réalisme ou en irréalisme. C'est-à-dire, c'est à celui qui va s'attribuer, je dirais, la capacité la plus forte à traduire le réel. Bon, et c'est vrai que Emmanuel Macron, son gouvernement, ont souvent été critiqués pour être un petit peu hors sol et être loin des réalités, et ça depuis les Gilets jaunes notamment. Hein. Bon. Et donc là, effectivement, et sans doute, et c'est peut-être là aussi qu'il y a une véritable victoire du RN idéologique, c'est le fait que le RN s'est présenté comme le parti du réalisme, hein, avec Éric Zemmour, lui aussi, qui derrière dit « mais moi aussi je suis réaliste », et effectivement, sur le terrain, ça n'a pas changé grand-chose pour les Français. Alors c'est vrai que vous avez un gros scepticisme dans l'opinion et vous regardez l'ensemble des enquêtes, des sondages, vous voyez bien que, en fait, vous avez eu une radicalisation de l'opinion sur ces terrains-là, une impatience aussi, et il faut aussi penser que cette évolution est due quand même à la suite de violences, aux attentats islamiques, avec un contexte, si vous voulez, un ensemble de phénomènes qui n'ont fait qu'aggraver la situation, en la rendant évidemment, je dirais, extrêmement aiguë. Hein. Donc attentats, assassinats, violences, association entre immigration, violence, délinquance, criminalité. Donc tout ça, c'est un ensemble pas seulement anxiogène, mais réellement dangereux, hein, et qui est vécu comme tel par beaucoup de Français et par beaucoup d'élus notamment. Donc on n'est plus dans... Alors c'était assez intéressant d'écouter Emmanuel Macron hier soir, parce que dans le fond, il oscillait tout le temps entre réel et sentiment. C'est-à-dire, vous voyez, le RN, c'est le parti des gens qui ont peur, qui ont un sentiment. Hein, moi, je suis dans le réel. Hein, et puis le RN dit, ah ben non, nous sommes dans le réel. Les autres, ils ont des sentiments. Voilà, donc on est dans ce objectif subjectif sans arrêt, voilà. Astrid de Villene. Je crois qu'il y a quelque chose de bien réel, c'est que Emmanuel Macron n'a pas la majorité absolue à l'Assemblée nationale, et je ne suis pas sûre qu'il s'en soit vraiment rendu compte. C'est-à-dire que, en fait, quand le Rassemblement national fait son entrée fracassante avec 88 députés en 2022, il choisit Elisabeth Borne, qui vient de la gauche. Et je me souviens d'avoir reçu Catherine Vautrin, qui a failli être première ministre. Il a hésité entre les deux, qui vient, elle, de l'UMP, des LR, de la droite. Elle a eu cette phrase dans l'émission Sens Politique, elle a dit « Il s'est rendu compte
que le pays était à droite. Donc il y a peut-être une forme de hiatus comme ça. Et cette majorité, avec le MoDem, avec les renaissances qui viennent pour certains, voire pour beaucoup de la gauche, 60 quand même qui manquent à l'appel lors du vote. Ce n'est pas rien et c'est la première fois dans les deux quinquennats. Et quand on entend même Elisabeth Borne, alors que son ministre de la Santé, ancien directeur de cabinet, vient de démissionner, dire c'est un non-sujet, il y a comme ça, au sein de l'exécutif, une forme de déni ou de manque de sens politique, justement, pour se rendre compte de la situation. Parce que quelle va être la prochaine étape ? Luc Rouban, c'est peut-être une bonne nouvelle pour la gauche, puisqu'il y a par exemple dans l'Humanité un appel à ne pas promulguer la loi immigration avec 150 intellectuels, artistes, signataires. Il y en aura probablement plus aujourd'hui, ce qui signifie que c'est peut-être aussi une manière de la remobiliser. Ah, certainement, mais c'est aussi peut-être l'occasion de voir s'ouvrir à nouveau un espace pour une gauche social-démocrate qui soit en rupture avec la France insoumise, qui est quand même largement victime des excès de Jean-Luc Mélenchon et de ses interventions au minimum maladroites concernant la tragédie du 7 octobre. Donc, si vous voulez, je pense que, et là, ce qui est très intéressant, c'est que les enquêtes montrent actuellement que pour les élections européennes, la liste Glucksmann, qui serait donc une liste social-démocrate, mais bien de gauche, arriverait quand même dans les 10%, alors que une liste LFI serait dans les 7%. Donc on a peut-être un frémissement d'un renouveau de la gauche social-démocrate, qui d'ailleurs pourrait bénéficier de la décomposition du macronisme en récupérant un certain nombre d'anciens qui seraient déçus et qui pourraient venir grossir les rangs d'une espèce de parti socialiste renouvelé. Mais là, effectivement, il y a peut-être les éléments d'une recomposition à venir, et ça, très clairement, dans l'affirmation d'un clivage gauche-droite qui a toujours existé, en tous les cas, au sein de la demande politique et parmi les citoyens. Stéphane Robert. Je crois que ce qu'on vient de vivre là avec cette loi immigration révèle une chose, et je rejoins ce que disait Astrid tout à l'heure, ça révèle un peu ce qu'est le macronisme. C'est un pragmatisme. C'est une adaptation permanente. Il faut prendre en marche au sens littéral du terme. On marche un coup à gauche, un coup à droite. Et il y a un problème, on va prendre un chemin qui est un peu différent que celui qu'on avait préconisé la veille ou 2 jours auparavant. Et là, on a véritable. C'est pour ça qu'il est très fort finalement, Emmanuel Macron, en cas de tempête en quelque sorte, quand ça tremble de partout, parce que il s'adapte en permanence. Et là, cette loi immigration montre ça. C'est une adaptation à une situation politique qui ne lui est pas favorable, et il arrive malgré tout à faire passer sa loi avec une technique parlementaire qui court-circuite complètement la CMP et l'Assemblée nationale, et puis avec des petits arrangements avec ce que pourrait prétendre être à l'origine le macronisme. Il y a véritablement à ce moment-là une adaptation, et ça révèle véritablement ce qu'est le macronisme. Un pragmatisme. Je vois Astrid de Villene opiner du chef et Luc Rouban qui fait plutôt, lui, la moue Astrid de Villene. Non, d'ailleurs, hier soir, je trouve qu'il a été en effet excellent. Il est bon dans les situations de crise, parce que ça m'a rappelé les Gilets jaunes, la crise des Gilets jaunes, et le grand débat surtout. C'est-à-dire qu'il s'en sort alors que tout le monde pense qu'il est très en difficulté, et il minimise. Après, là où il a eu raison hier, c'est de dire « ma majorité va très bien, regardez, tout le monde est toujours là ». Et c'est vrai que si on compte, il y a eu un député Horizon qui part, il y a ce ministre de la Santé, mais enfin c'est tout, il n'y a pas de frondeur. Pourquoi pas plus d'ailleurs de ministres ? Parce qu'il avait été question de 6 ministres à l'origine. Très étonnant, oui. On sent qu'ils ont voulu faire un rapport de force. C'est aussi à l'image de l'aile gauche du gouvernement, qui est bien moins puissante que l'aile droite incarnée par Gérald Darmanin ou Bruno Le Maire. Mais c'est vrai qu'on a senti ce frémissement dans le Figaro en disant on menace de démissionner, sous-entendu lors de cette réunion de crise à l'Élysée, Emmanuel Macron peut encore changer les choses, ne pas déposer le texte à l'Assemblée nationale, ne pas aller au vote, il en était question quand même mardi. Alors est-ce qu'ils se sont dégonflés, est-ce qu'ils ont eu des garanties, est-ce qu'ils ont voulu garder leur poste? J'ai pas eu l'occasion moi de parler avec eux. Mais c'est vrai que ça rappelle d'ailleurs, je trouve, la fameuse déchéance de nationalité sous François Hollande déjà. On parlait de ces sujets-là, avec Christiane Taubira, toute seule, mais quel symbole, qui démissionne en janvier 2016. Gabriel Attal a été loué pour son action hier soir par le chef de l'État. Qu'est-ce que ça signifie ? Oui, on sent qu'Emmanuel Macron, et c'était aussi le choix de cette émission où il a pu parler de tous les sujets, parfois avec un ton très léger, qui était presque parfois en décalage avec la situation qu'on vit dans le pays. On sent qu'il a voulu allumer d'autres feux, des contre-feux. Gabriel Attal, c'est ça.
je désigne pas mon successeur, mais je montre à quel point je suis un bon manager politique et que je fais monter des talents. Je parle de l'école, et puis il a parlé de bien d'autres sujets. Il a même pu parler de Miss France. Il a parlé, en effet, vous le rappeliez, dans le journal de Gérard Depardieu. Et surtout, il annonce des prochains textes. Il enjambe, en fait. Il saute la haie. À mon avis, c'est comme pour le grand débat. Ça calme sur le moment, à court terme, mais c'est pas pour ça qu'il n'y aura pas des traces profondes dans le pays. Donc là, il avait annoncé déjà, quand ça tanguait l'IVG dans la Constitution, une date pour le mois de mars pour que le Congrès se réunisse. Et puis là, il a rajouté la fin de vie au mois de février. C'est une façon d'essayer de s'échapper de cette crise. L'habileté d'Emmanuel Macron, Luc Rouban, ce n'est pas quelque chose... Écoutez, oui, pragmatisme, c'est un terme ambigu, parce que vous avez aussi un pragmatisme purement politique. Je pense qu'un Jacques Chirac n'aurait pas fait ce qu'a fait Emmanuel Macron, si vous voulez. Donc il y a un sens... Pour quelle raison ? Je veux dire, il y a justement ce sens politique, parfois, semble Jacques échapper. Chirac a fait beaucoup de choses en la matière. Oui, justement. Il avait un pragmatisme politique qui était relativement efficace. Le problème, c'est l'efficacité, si vous voulez. Là, on n'est pas vraiment dans le pragmatisme. Enfin, on peut appeler ça pragmatisme. Moi, j'appellerais ça plutôt managérialisme. C'est-à-dire une façon de gérer les grandes politiques comme des dossiers. Effectivement, ça permet de passer d'un dossier à l'autre, mais sur le fond, on ne résout jamais l'équation politique. On ne donne pas de réponse politique. On donne des réponses, en fait, techniques ou juridiques, partielles, et puis on passe à autre chose. Et donc, il y a toujours... On crée ce sentiment d'insatisfaction permanent, parce que dans le fond, sur des questions qui portent sur des valeurs, sur des objets centraux dans la vie sociale, on n'a pas de doctrine, on n'a pas d'éléments précis, on a simplement des améliorations. Ça ressemble quand même beaucoup aux documents, par exemple au rapport de séminaire qu'on fait à l'ENA, par exemple. Voilà. C'est-à-dire qu'on n'envisage pas de bouleverser les choses, mais simplement de les adapter empiriquement, au cas par cas, pour améliorer le fonctionnement. Alors, et c'est là où on a un vrai problème, c'est que justement, pour revenir à Jacques Chirac, il avait le sens politique, il allait au salon de l'agriculture, mais il avait aussi un État qui était efficace et qui marchait bien. Or, c'est plus du tout le cas aujourd'hui. On a un État qui est faible aujourd'hui, qui est inefficace, qui marche mal, qui est en voie de crise profonde. Juste un exemple, les fonctions publiques n'attirent plus. Vous avez beaucoup moins de candidats au concours. Vous avez un démantèlement du corps préfectoral, du corps diplomatique. Vous avez une crise interne à l'État. Alors ça, on n'en parle pas beaucoup, mais sur le terrain, ça compte énormément. Et c'est ça le problème, c'est que dans le fond, le macronisme, c'était la doctrine de l'efficacité managériale, sauf que l'efficacité, elle n'est pas là. Et donc vous n'avez pas de doctrine, vous n'avez pas d'efficacité, vous avez quoi ? De la communication. Astrid de Vilaine. Oui, ce qui est intéressant aussi de noter dans la période, ce sont ces conseils départementaux qui sont mis presque en désobéissance civile, en résistance, certains disent, en refusant finalement d'appliquer cette loi si elle est appliquée, par exemple sur l'allocation personnalisée d'autonomie. Ils ont dit on va créer une nouvelle allocation pour qu'elle soit universelle et que chez nous, dans nos départements de gauche, il y en a 34, les étrangers et les Français aient les mêmes droits. Ça, c'est quand même des choses qu'on n'avait pas vues. Alors même que les départements, comme beaucoup de collectivités locales en France, souffrent de la facture énergétique, du manque de dotation, de la violence contre les élus, etc. Là, je crois que c'est un signal pas du tout faible, qui est nouveau et qu'on aurait potentiellement pu voir si Marine Le Pen était au pouvoir. Je pense qu'effectivement, c'est un signal qui, ça ressemble quand même à de la gesticulation, parce que tout le monde sait très bien qu'ensuite, il y aura des recours devant les tribunaux administratifs et que les décisions seront annulées. Mais enfin, c'est quand même très, très grave, parce que des autorités publiques en appellent à ne pas respecter l'état de droit, c'est qu'on va très loin dans la décomposition de l'ordre public et de l'ordre social. Après, essayez donc de dire aux jeunes des banlieues, respectez votre école, ne brûlez pas votre mairie et respectez les forces de l'ordre. Vous savez, vous ne serez pas écoutés. Donc, on a quand même un vrai problème maintenant qui est celui, je dirais même, du comportement et de l'exemplarité des autorités publiques. Et c'est vrai que cet appel à ne pas respecter la loi est quand même quelque chose de très grave. Que peut faire Emmanuel Macron désormais, Astrid de Vilaine ? Y a-t-il pour lui la possibilité d'ouvrir un nouveau chantier ? Parce qu'il y a beaucoup de chantiers ouverts. Je crois qu'il y a suffisamment de chantiers ouverts. Et déjà, est-ce qu'il va arriver à aller au bout de tous ces chantiers ouverts ? On en parlait à l'instant, la fin de vie. Il y a aussi une loi économique qui arrive en 2024 du côté de Bercy, incarnée par Bruno Le Maire. Je crois que du point de vue politique, il y a une forme d'ambiguïté qu'il lui faudra lever, mais ça remonte déjà aux retraites. C'est-à-dire que
il gouverne comme s'il était en coalition. C'est ce qu'il a dit hier, c'est un accord de compromis. Mais nous ne sommes pas en coalition. Et les LR ne sont pas au gouvernement. Donc il y a une forme de chose qu'il faudra... Moi, pourquoi pas, mais dans ce cas, il peut faire monter des LR au gouvernement. Il peut donner les clés, on en a déjà parlé, de Matignon à Gérard Larcher ou à quelqu'un de LR. Et dans ce cas, ce sera une politique de droite assumée. Ce serait presque une cohabitation choisie. Ou alors, il restera la dissolution. Si la crise, s'il s'enfonce dans la crise, on n'en est pas là. Un mot de conclusion, Luc Rouban. Bien, je pense qu'on assiste effectivement à une séquence qui s'inscrit dans toutes ces séquences critiques depuis 2018 et la crise des Gilets jaunes, mais qui ne fait qu'exacerber ce désir finalement de politique. Et de simplification autour d'un certain nombre de grandes valeurs et de grands principes. Et là, effectivement, on est un petit peu à un tournant. Et c'est vrai que les enjeux sont très importants parce qu'à l'horizon, c'est 2027. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, le Rassemblement national, c'est quand même la première force politique du pays. Merci Stéphane Robert, merci à vous Astrid de Vilaine. On vous retrouve dans Sens Politique cette semaine. Qui entendra-t-on dans l'émission politique donc de France Culture ? Ce sera Gaspard Ganzer pour la série sur les conseillers de l'Élysée, samedi à 12h45. Et il y a déjà d'autres épisodes. Il y a Alain Minc, Anne Lauvergeon que l'on peut retrouver dans cette série. Luc Rouban, merci de nous avoir accompagnés. La vraie victoire du Rassemblement national, c'est votre livre publié aux presses de Sciences Po.